Bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Vous avez vite comprendre à mes hésitations que c'est la première fois que je passe à la radio. Je suis en même temps très honoré et un peu nerveux, j'avoue. Bon, alors donc pourquoi est-ce que je me retrouve là? En fait, c'est Nolwenn, que vous connaissez tous, qui m'a dit tiens Pascal, toi tu as lu un livre de philo dans ta vie, est-ce que tu peux venir parler de l'amour en philosophie? En fait, elle n'a pas dit comme ça, elle a dit Pascal, est-ce que tu peux venir à la radio? Enfoiré. Non, j'imite très mal, on dirait le père Fouras quand je fais ça. Donc j'ai accepté. Puis je me suis vite rendu compte en fait, de la difficulté d'avoir une approche philosophique de l'amour. Comment est-ce qu'on peut conceptualiser, comment est-ce qu'on peut réfléchir sur un sentiment si immanent, si métaphysique, et en même temps aux manifestations physiologiques si puissantes. Vous voyez de quoi je veux dire quand on est amoureux. Les mêmes moites, le cœur qui bat la chamade, les papillons dans le ventre, on bafouille. Alors du coup, je me suis dit, au lieu de parler de philosophie, je vais parler des philosophes et les confronter à la concrétude de ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Alors j'ai pas été déçu et je me suis rendu compte qu'ils avaient bien galéré pour parler du sujet, parce que ça part un peu dans tous les sens, c'est tout et son contraire, et un peu n'importe quoi aussi. Alors, donc je vous propose de plonger dans l'histoire de la philosophie. Bon, une petite plongée, tellement le sujet est vaste. Nolwenn dirait une micro-plongée en fait. Alors, qu'est-ce que l'amour? Alors, question délicate, source de controverses, de débats et de passions. Il faut savoir que les plus grands penseurs, psychanalystes et psychologues ont tenté de percer le mystère de l'amour. La première grande réflexion philosophique sur l'amour se retrouve dans le texte de Platon qui s'appelle Le Banquet. Donc à l'époque, en fait, les gars, quand ils étaient contents, ils faisaient des banquets. Chaque fois qu'il y avait un truc, ils faisaient un banquet. Donc c'était un repas interminable, en fait, où on buvait, on mangeait, et on faisait des concours de discours. Et donc de ce banquet-là, on retient deux discours illustres, celui d'Aristophane et celui de Socrate. Donc Aristophane, il voit l'amour comme une aspiration à l'unité originelle. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, au départ, les humains, c'était des sphères. Pour les Grecs, la sphère, c'était la forme parfaite. Et puis, ils ont mis les dieux en colère, ils ont fait les cons, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc les dieux, ils les ont coupés en deux, séparés, et ils les ont dispersés aux quatre coins de la Terre. Et puis donc depuis, donc, on est tous en quête ultime de la fusion originelle pour retrouver notre moitié. On dit souvent ça, notre moitié, notre âme sœur. Socrate, lui, il n'aimait pas du tout Aristophane, donc il a voulu le contrarier. Donc il a dit non, moi je sais, je détiens la vérité sur l'amour. Donc en fait, Eros est né de l'union d'une pauvresse et d'un dieu. Donc c'est pourquoi l'amour est toujours issu du désir et du manque. Donc l'amour est incomplétude. C'est un mot un peu compliqué. Et en fait, ça veut dire qu'on n'aime que ce que l'on désire, que ce que l'on n'a pas. Voilà. Il faut savoir quand même que c'est des courants de pensée qui influencent depuis 2 millénaires la pensée occidentale, puisqu'on retrouve Erich Fromm, qui est un psychanalyste américain du XXe siècle, qui nous dit « L'amour consiste à prendre soin de l'autre, à s'inquiéter de lui, à le respecter et à essayer sans cesse de le connaître davantage. » Et il ajoute « Le paradoxe de l'amour réside en ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux. » Voilà. Je voudrais parler de Jacques Lacan, qui est un grand psychanalyste et philosophe, qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans cette chronique. Il avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il avait des choses à dire sur tous les sujets, en fait, qui nous assène un « aimer, c'est vouloir être aimé ». Alors, en allant vite en besogne, on peut rapprocher cette idée de la pensée de René Girard, selon laquelle, en amour, ce que l'on désire, c'est le désir de son propre désir. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, quand on aime quelqu'un, on ne désire pas l'autre, mais l'idée d'être désiré par l'autre, en fait. Voilà. Bon. Bref, on va voir certains philosophes qui avaient une vision assez négative de l'amour. On va commencer par Freud. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît Freud. C'est le Zidane de la psychanalyse. Donc un très grand psychanalyste et en même temps assez chelou, comme disent les jeunes, dans sa vie quotidienne. Parce que lui, il a inventé les névroses, les perversions. Et on va dire qu'avant d'en vendre à tout le monde, il a tout essayé à la maison. Alors, donc lui nous avertit, direct, il nous dit « Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que quand nous aimons. » Toujours au rayon psy, donc voici Jacques Lacan. Et là, attention, parce que j'aime beaucoup cette phrase, c'est « L'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. » Et encore Lacan, là, il nous achève, il nous termine, il nous dit « L'amour, c'est un genre de suicide. » Ah oui, carrément. Bon, donc je vous passe ensuite Platon, qui de son côté pense que le seul amour qui vaille, c'est l'amour de la sagesse, qui dit que c'est un esclavage. Sartre, qui dit que c'est une tentative de justifier son existence. Ou Schopenhauer, qui dit que c'est une série de gesticulations accomplies par deux idiots. Voilà. Donc voilà, bon, pour eux, on voit que ça devait être un peu galère, l'amour. C'était ou superficiel ou une souffrance. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça. D'autres philosophes qui avaient un avis un peu plus enthousiaste sur la question.
Allez, pour nous faire du bien, je vais citer Karl Jaspers, qui est un philosophe allemand du XXe siècle, qui dit « Tu es mortel quand tu es sans amour et tu es immortel quand tu aimes. » Et oui, poupée. Alors, c'est pas beaucoup argumenté, mais on a envie d'y croire. Alors, les romantiques, les philosophes romantiques, qui pour le coup portent bien leur nom, vont faire de l'amour la plus haute expérience humaine. Chez Rousseau ou encore chez Goethe, l'amour permet à l'homme de faire un avec la nature et l'ensemble du cosmos. Il y a Nietzsche aussi qui voit l'amour comme le générateur absolu de toute créativité. Après, on a les tombeurs, Montaigne, ceinture noire de séduction. Alors lui, il s'est éclaté, il dit « Il faut jouir et jouir tant et plus de la vie ». Et il ajoute, il y a une petite nuance, « Toute jouissance est bonne qui n'entame pas la liberté et l'indépendance ». Donc ça veut dire qu'au niveau fidélité, c'était assez relatif, quoi. Alors, on peut citer dans le même registre, encore une fois, notre ami Kierkegaard, que j'aime bien citer, j'aime bien dire le mot Kierkegaard, je trouve que c'est la classe, c'est comme Schopenhauer. Voilà, c'est pas que, alors, il y a d'autres, c'est plus pourri, Saint-Augustin, je trouve que ça fait fromage, tu sais, bonjour madame, je voudrais un morceau de Saint-Augustin. Ouais, non, il ne faut pas déconner avec ça. Alors, Kierkegaard, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il est trop peu d'en aimer une seule, en aimer le plus grand nombre possible, voilà qui est jouir, voilà qui est vivre. Alors, pour conclure, je vais essayer d'évoquer les chercheurs qui ont essayé ce dernier siècle de quantifier l'amour et de le mesurer. Dans les années 86, 97, on a différents chercheurs qui ont essayé d'établir des tests visant à mesurer l'amour d'un individu pour un autre avec des échelles. Alors, il y avait la PSL, Passionate Love Scale, l'échelle de l'amour passionnel. On avait aussi l'échelle d'attitude amoureuse ou l'échelle d'amour triangulaire. Ça n'a pas donné grand-chose. La neurologie aussi aujourd'hui, qui de son côté commence à avancer des tests en démontré que l'amour serait la combinaison de phéromones, d'hormones, et de connexion au niveau du lobe frontal. Pourquoi pas on se rend quand même compte qu'il y a certaines choses dans l'amour qui restent inquantifiables. Maupassant ne dit pas autre chose quand il dit « aimer beaucoup, c'est aimer peu. On aime, un point, c'est tout. » Ou Nietzsche encore « ce qui se fait par amour se fait par-delà le bien et le mal. » L'amour reste quelque chose qui nous dépasse, qui nous trouble, et comme le dit Lévinas, qui nous désarçonne. Elle a des yeux et des cheveux tellement... Et quand je la vois dans mon ventre, ça fait des... Ah, l'amour. Voilà, c'est un extrait d'Aladin, de Walt Disney, dédicace à la famille. Alors, pour finir, je citerai l'aphorisme peut-être le plus connu sur l'amour, celui de Platon, l'amour est aveugle. Et j'ajouterai Simone Signoret, qui n'est pas une philosophe, mais qui dit des choses intéressantes et qui répond « Le secret en amour, ce n'est pas d'être aveugle, mais de savoir fermer les yeux quand il le faut. » Voilà, merci de m'avoir écouté, bonne soirée.